À notre flash du vendredi. Il est 9h02. Nous allons donc pouvoir commencer. Sachez que ce flash est enregistré et que vous pouvez le revoir en replay dans notre chaîne YouTube dès cet après-midi. Ne pas oublier de couper vos micros et caméras pour éviter toute interférence. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu les poser dans le chat à droite de votre écran et nous ne manquerons pas de répondre au fil de l'eau ou en tout cas à la fin de l'exposé à vos questions. Le support, si vous le souhaitez, pourra vous être envoyé. Vous allez avoir dans le fil de l'actualité un petit formulaire à compléter. Voilà. Donc ce matin, nous sommes deux intervenantes. Je vais laisser Sophie Nicaise se présenter. Sophie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Consultante RH Baker Tilly Strego pour le partenaire Capital Compétences. Je conseille les entreprises pour la gestion des compétences et de la formation et je les aide notamment à mettre en œuvre des plans d'action qui répondent à leurs besoins. Merci Sophie. Donc moi, à mon tour, je vais me présenter. Je suis Liliane Coutontin, expert comptable et directrice opérationnelle, expertise RH et sociale chez Baker Tilly Strego. Comme chaque vendredi, le Flash a pour objectif de vous sensibiliser sur un sujet d'actualité pour faciliter vos réflexions. Il ne s'agit pas d'une formation. Les informations qui vont vous être communiquées, bien sûr, ne sont pas exhaustives dans le temps qui est imparti. Nous allons procéder ce matin sous forme de questions-réponses entre Sophie et moi-même. Et donc, la thématique qui va vous être présentée, c'est faire du développement des compétences un réel investissement pour l'avenir de votre entreprise et notamment en sortie de crise. Sophie, avant de poser la question, est-ce que tu peux partager le support? Alors, je le partage, mais je crois que je n'arrive pas à le partager en plein écran, donc j'espère que ça ne va pas être gênant pour vous. Je l'ai uniquement enfin, je l'ai pas en diapo, voilà. Donc j'espère que ça sera pas C'est du gênant. direct. Ouais, c'est ça. Dis-moi, tu vois quoi là, Liliane, dis-moi. Rien du tout. Ah d'accord. Ok. Eh bien alors, je le partage, je recommence le partage, voilà. C'est du direct. Tout à l'heure, ça Voilà. fonctionnait bien. Voilà, c'est Ça très bien. devrait être mieux. Voilà. Et là, vous devriez l'avoir en plein écran. Très bien. C'est super. Alors, Sophie, je te laisse le soin de commencer. Donc aujourd'hui, la thématique retenue, c'est finalement les compétences et précisément de faire du développement des compétences un réel investissement pour l'avenir de votre entreprise. Bien évidemment, cette thématique est aussi une réponse au contexte de sortie de crise que vous connaissez. Liliane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette introduction ? Alors, sur cette introduction, je souhaitais vous ajouter en effet quelque chose, c'est que pour ceux qui nous suivent régulièrement, nous avions dans notre flash actu reprise d'activité acte 3 du mois de mai évoqué déjà deux plans. Un plan de reprise progressive dans lequel nous avions développé trois normes, la norme santé et sécurité au travail, l'organisation du travail, l'aménagement du temps de travail et évidemment dans ce plan, eh bien, l'humain était important, était au centre des préoccupations puisque nous avions soulevé une problématique d'organisation et d'adaptation. Le deuxième plan qui avait été évoqué, c'était le plan de continuation d'activité et notamment l'utilisation de l'expérience des collaborateurs, l'association des salariés à la reprise et un plan de formation des salariés et tutorat. Donc, encore une fois, c'était dans ce plan, l'humain était très important. Dans les deux cas, c'était incontournable. Et donc, il fallait vivre la reprise d'activité ou la sortie de crise sanitaire comme ce matin, comme une opportunité d'investir dans le capital humain, le capital immatériel, pour préserver la santé de l'entreprise. Alors pour ça, évidemment, l'investissement immatériel ou l'investissement dans le capital humain,
Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution unique. Il y a différentes manières de le conduire et ça, c'est en fonction des besoins identifiés dans l'entreprise. Alors, Sophie, est-ce que tu peux passer le slide suivant? Merci. Alors, en effet, pour pouvoir faire du développement des compétences un réel investissement pour l'avenir de votre entreprise et notamment en sortie de crise, eh bien, avec Sophie, ce matin, nous avons identifié 3 besoins. Il y en a d'autres, mais nous avons identifié les 3 besoins qui étaient les plus appropriés à cette sortie de crise, notamment un besoin d'adaptation, adapté, un besoin de restructuration, restructuré, et un besoin d'embauche. Surtout que dans certains secteurs, aujourd'hui, nous parlons de pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est sincèrement, il était important donc d'aborder ce point-là. Dans ces 3 besoins que nous identifions, il y a un point commun, ce sont les compétences. Alors, quand on parle de compétences, c'est quoi? Avant tout, c'est une combinaison de connaissances, de savoir-faire, d'expérience et de comportement en vue de réaliser des actions données. Et donc, embaucher, eh bien, c'est du recrutement, c'est des ressources, c'est de la compétence. Adapter, eh bien, on va entendre parler de mobilité de ressources, donc de compétences, savoir-être et savoir-faire. Structurer, eh bien, c'est des ressources, mais peut-être avec des métiers inexistants ou travailler autrement, donc nécessairement des compétences. Alors, Sophie, on est bien consciente, nous toutes les deux, en tant qu'experts, que les compétences et la gestion de compétences, c'est incontournable, mais pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous indiquer la méthodologie? Oui, je pense que c'est important peut-être de vous donner une petite méthode parce que gérer les compétences, c'est pas toujours très évident à appréhender. Avant de revenir sur la méthodologie, je voudrais préciser qu'effectivement, la gestion des compétences ou des talents, hein, comme on veut, peut effectivement répondre à des problématiques, enfin, en tout cas à des besoins que vous rencontrez, qu'ils soient en termes de recrutement, de qualification des salariés, de formation, de gestion des carrières et à une conjoncture économique et technologique particulière, comme c'est le cas comme c'était le cas ces 2 dernières années. Donc pour justement atteindre un objectif en termes de compétences, il faut commencer par faire un état des lieux des compétences existantes. Et puis, comme ça nous permettra de voir le delta à combler au regard des compétences à acquérir ou à développer. Comment on fait cet état des lieux? Eh bien, on commence tout simplement par lister les besoins très opérationnels. Avant même de parler de compétences, on va lister des besoins en termes avec des verbes d'action. Voilà, je veux que mes salariés sachent, si on prend comme exemple la relation client, sachent démarcher ou appeler des cibles, identifier. Voilà, donc on est vraiment sur, avant même d'entamer la compétence, c'est de quoi j'ai besoin en interne pour répondre à des objectifs que je me suis fixés en termes de développement d'activité. Ensuite, une fois qu'on aura listé ces besoins, eh bien, on va les transformer en compétences. C'est tout simplement quoi? C'est savoir, c'est-à-dire qu'il faut que mes collaborateurs, mes collaboratrices sachent, et après on complète par le verbe d'action que l'on a identifié en amont. Ça va nous permettre de dégager un nombre donc, de compétences à acquérir et puis après on ciblera les populations visées, qui sont concernées par ces compétences. Cet exercice n'est pas très dur en soi, mais si ça vous semble pas évident ou complexe, sachez que votre OPCO, en tout cas la plupart des OPCO, prennent en charge toute ou partie de l'accompagnement d'un expert pour réaliser cet état des lieux et ce besoin en compétences, ce recensement en besoin de compétences, d'accord, dans le cadre de ce qu'on appelle une prestation en conseil RH. Donc, si vous bloquez sur cette étape d'état des lieux, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur Baker Tilly Strego ou directement de votre OPCO parce que y a vraiment des ressources, des experts pour vous aider dans cette étape.
Si je peux me permettre, Sophie, d'y ajouter, donc en effet, une fois qu'on a bien identifié les besoins opérationnels, c'est-à-dire là, en fait, on fait un diagnostic d'opportunité qui permet de mesurer les écarts, d'identifier les besoins et puis les actions à mettre en place. Cela se fait par une prestation en conseil RH. Cette prestation en conseil RH peut être financée par les OPCO. Donc déjà, pour nos entreprises, c'est une manière de compenser éventuellement et d'éviter une sortie de trésorerie et puis de se mettre en phase par rapport à ce recensement de besoins. Évidemment, ça passe malgré tout, ce recensement de besoins passe avant tout par du management et de la stratégie. Et dans tout ça, quel que soit l'aboutissement de cet état des lieux, tôt ou tard, il y aura de la formation pour pouvoir réussir à développer des compétences et en faire un réel investissement. Eh bien, une des solutions qui, après cette prestation, une autre action qui va amener nos entreprises à agir, c'est sur les actions de formation. Donc, je te laisse le soin de développer la slide suivante et en nous disant quels peuvent être les bénéfices que peuvent en tirer nos entreprises par le biais de ces actions de formation. Tout à fait, tu as bien fait, Liliane, de le préciser, hein. La formation des collaborateurs n'est pas la seule réponse à un besoin en compétences. En revanche, elle est quand même c'est la réponse la plus évidente. Et voilà, j'ai un petit. C'est la réponse la plus évidente. Et en tout cas, depuis la dernière réforme de 2018 concernant la réforme de la formation, la redéfinition de la formation permet d'ouvrir on va dire les actions possibles en matière de formation. Pour rappel, pour mémoire, si certains le savent déjà, la formation depuis 2018, c'est quoi? C'est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Donc, on voit que la définition est plutôt large. Ça permet donc de rendre éligibles des actions qui seraient en tout ou partie à distance, mais également, et ça c'est pas neutre, ça permet de valoriser des actions de formation en situation de travail. Hein. On a vraiment, depuis 2018, le législateur a vraiment fait évoluer, on va dire, l'approche de la formation dans l'entreprise. Et donc, ça inclut des actions qui concourent au développement des compétences, notamment des bilans de compétences, des actions de validation des acquis de l'expérience également, et les actions de formation par apprentissage. Il va falloir justement profiter de cette redéfinition de l'action de formation pour valoriser toutes les actions qui sont faites, y compris les actions en interne notamment. Donc, autrement dit, tu es en train de nous dire, Sophie, qu'après le diagnostic préalable d'opportunité, c'est-à-dire notre état des lieux, l'entreprise va donc on va pouvoir faire une articulation entre les référents métiers dans l'entreprise, les salariés qui sont à former et également les salariés qu'on va devoir recruter et qui seront aussi apprenants. Qui dit état des lieux dit aussi analyse du travail, une décomposition également détaillée du travail, de leur activité, des tâches pour pouvoir amener un référentiel de compétences qui va permettre de mesurer les priorités d'action, offrir aux salariés mais aussi à l'entreprise des perspectives. Au travers d'une action, en ayant fait ce travail préalable, ça va permettre d'identifier les actions de formation prioritaires, mais également les modalités. Les modalités, c'est-à-dire à distance, ça veut dire qu'on évite tout déplacement, tout temps de déplacement. On évite des frais annexes d'hébergement, etc. Mais par contre, on n'évite pas l'action de formation proprement dit. Également, en situation de travail, ça veut dire quoi? C'est quelque part, on a identifié des compétences de transmission de savoir. Donc, on peut imaginer qu'en situation de travail, il y a un apprentissage par les pairs, une sorte de coopération, de collaboration.
de tutorat certainement, ça va amener un confort pour les salariés, mais ça va accélérer également l'apprentissage et surtout, situation de travail, encore une fois, on n'engage pas de frais supplémentaires. En situation de travail, c'est que c'est forcément de la pratique, donc on accélère vraiment l'apprentissage. Donc ce sont des points qui sont importants à prendre en compte dans le développement des compétences. Et puis, comme on dit toujours, faire du développement des compétences un réel investissement. Cependant, ce ne sont pas que ces actions-là. Sophie, je crois que tu vas nous évoquer des sujets qui sont peut-être moins connus de nos auditeurs, mais qu'il faut prendre aussi en compte pour compléter les deux actions que nous venons d'évoquer. Tout à fait, ça sera la slide suivante. Tu as raison, Liliane. J'insiste aussi sur le fait que mettre en place un plan de développement des compétences nécessite, ou en tout cas passe nécessairement par l'implication des managers opérationnels et on va dire l'implication ou la mobilisation de personnes ressources que seront les tuteurs. Donc, pour revenir sur les dispositifs qui existent pour justement développer ou acquérir ces compétences identifiées, nous avons le plan de développement des compétences qui doit à tout prix être un outil au service de la stratégie de ce développement des compétences. Autrement dit, ça doit devenir quelque chose, un outil, un support qui doit servir les objectifs que l'entreprise s'est fixée en termes de besoins opérationnels que l'on a évoqués tout à l'heure. D'accord ? Et je pense que ce qui est important aussi dans ce plan de développement des compétences aujourd'hui, c'est d'y intégrer une logique de co-construction dans laquelle le salarié va être aussi actif, partie prenante, et voir je ne sais pas, on n'est pas tous au même niveau par rapport à cette stratégie-là, mais voire de l'inviter à mobiliser son compte personnel formation dans ce plan de développement des compétences, parce que l'objectif, il est bien d'acquérir des compétences qui seront au service de l'entreprise, mais qui serviront également le salarié. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à avoir une réflexion dans sa stratégie de développement de compétences par rapport à une politique de mobilisation de compte personnel de formation, bien évidemment, si le salarié est d'accord pour le mobiliser. Ça, c'est donc le premier levier qui est le plus évident et qui est souvent quand même pas utilisé comme un véritable outil au service de cette stratégie de développement de compétences. Moi, c'est mon avis. Et puis, on a les leviers qui sont un peu plus, qui sont plus récents, qui ont été mis en place par la réforme de 2018, mais qui n'ont pas forcément donné lieu jusque-là à un développement. Et puis, on a aussi les leviers liés à l'actualité sociale et notamment en réponse à la crise. Donc, je pense notamment au Fonds national de l'emploi formation, FNE, qui est donc destiné aux entreprises en difficulté et qui propose des actions de formation concourant au développement des compétences de leurs salariés et structurées de manière à développer et à déployer un parcours de formation au regard d'une activité qui est en difficulté par rapport au contexte. Dans les leviers qui sont désormais mobilisables, il y a la Pro-A, qui est en fait une façon pour le salarié d'évoluer professionnellement et d'obtenir une qualification, en tout cas une certification pour des salariés qui sont déjà en poste et qui permettra donc d'atteindre ce que Liliane évoquait tout à l'heure, la mobilité en interne. On a aussi donc le dispositif transition collective qui permet d'anticiper les mutations économiques de l'entreprise vers des reconversions de manière très préparée et en tout cas organiser la reconversion de collaborateurs au regard de métiers qui seraient plus porteurs que ceux qu'ils détiennent, qu'ils occupent actuellement.
Sophie, dans ce que tu es en train de nous dire, en fait, si on avait un conseil et si on devait à nouveau insister auprès de nos auditeurs, c'est que là, on va dire dans les semaines, dans les mois à venir, en fait, hein, puisque quand on parle de sortie de crise, aujourd'hui, on n'est qu'au démarrage hein, de la reprise d'activité. La sortie de crise, évidemment, on ne sait pas quand exactement, mais cependant, on a une période où il est important il faut oser, je pense, parler sereinement avec les salariés de leur évolution et de leur employabilité. Donc, puisque comme tu as dit tout à l'heure, le plan de développement des compétences, c'est l'occasion, et on l'a vu avec les actions de formation aussi, c'est l'occasion d'engager les salariés dans leur évolution et le maintien de leur employabilité. Ce que je peux retenir au travers de ce que tu dis également, c'est que l'employabilité ne relève pas uniquement de la responsabilité du chef d'entreprise, c'est également du salarié. Donc, il faut oser parler de reconversion à nos salariés, qu'aujourd'hui, il existe différents dispositifs qui évitent éventuellement des ruptures de contrat de travail générant des indemnités de fin de contrat. En fait, hein, quand tu parles de transition collective, c'est quelque part en organisant une reconversion, ça peut éviter également la rupture du contrat. Ça peut être une entente avec d'autres entreprises d'autres secteurs, mais dans le même bassin de vie. Quand tu parles de Pro A, ça montre bien encore une fois qu'on favorise l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi, mais aussi l'employabilité des salariés. Et là, si j'avais 2 points à conseiller à nos auditeurs, c'est pensez bien à vos entretiens professionnels. Et encore une fois, on a un report jusqu'au 30 septembre, mais n'attendez pas le report. Mettez vraiment l'entretien professionnel et le bilan professionnel dans vos actions des semaines à venir. Et puis également, environ la fin de l'année, vous allez avoir le plan de formation peut-être à présenter à vos membres CSE. En tout cas, vous allez devoir définir un catalogue de formation. Préparer avant ce diagnostic, préparer ce plan de développement de compétences pour pouvoir présenter un plan de formation le plus adapté. Parce que qui dit plan de formation dit forcément des formateurs, des actions, des professionnels de la formation. Et une formation, elle sera encore mieux si on a un plan de développement qui est bien structuré. Parce que là, au travers de ce que tu nous expliques, Sophie, ce sont des points où on peut obtenir des financements de l'État ou des financements des OPCO, donc ce qui permet encore une fois de ne pas engager totalement les fonds propres de l'entreprise et de pouvoir développer les compétences en interne de l'entreprise. Le dernier point que tu peux puisque là on est, voilà. Oui, dans les actions effectivement à mettre en place au second semestre, au moins là et au-delà, effectivement, c'est de réfléchir à intégrer de nouvelles compétences par le biais de l'alternance. L'alternance est incontournable dans cette situation de sortie de crise, puisqu'on le sait, hein, l'État a valorisé cette alternance en mettant en place on va dire une action, un plan, un jeune, une solution, qui permet d'aller chercher des indemnités assez conséquentes pour ces contrats en alternance. L'alternance reste de toute façon une réponse incontournable pour répondre à des besoins en compétences.
Donc, il y a tout simplement les contrats qui sont assez classiques, on va dire, qui sont déjà connus, comme l'apprentissage qui vise un titre ou professionnel ou un diplôme. Donc là, on est plus sur de la formation initiale. Il y a le contrat de professionnalisation ils se ressemblent quand même beaucoup, hein, ces deux contrats qui visent une qualification. Donc là, ça relève de la formation continue, mais l'objectif étant bien, dans les deux cas, d'intégrer de la compétence que l'on n'aurait pas ou dont on manquerait. Moins connus sont les contrats de professionnalisation qui sont basés sur de la formation interne et qui visent soit une reconnaissance d'une qualification de la convention collective de l'entreprise, enfin de laquelle l'entreprise dépend. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des branches financent, alors, avec des taux horaires différents en fonction des branches, mais financent ce contrat de professionnalisation basé sur de la formation interne et de la mise en situation de travail. On revient un petit peu à notre propos de début, à savoir que la mise en situation de travail est aujourd'hui quelque chose de valorisé. Pour peu que ce soit organisé et qu'il y ait les ressources en interne, bien sûr, pour le faire. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur on va vers la reconnaissance de l'entreprise en qualité presque d'organisme de formation en tant que tel, c'est-à-dire que on reconnaît que la mise en situation de travail est formatrice et c'est bien parce que c'est la réalité de l'emploi, elle est bien là. C'est-à-dire, on développe ses compétences aussi en situation de travail. Donc, parmi les contrats de professionnalisation, en tout cas les contrats d'alternance, on a le contrat de professionnalisation qui vise une reconnaissance dans la convention collective de la branche. Et puis, on a un contrat de professionnalisation qui valorise aussi la formation interne, qui s'appelle le contrat de professionnalisation expérimentale. Lui, la différence avec le précédent, c'est qu'il ne vise pas une reconnaissance de la convention collective, il vise tout simplement une compétence qui vraiment est spécifique au poste, au métier, et qui est reconnu par l'opérateur de compétences comme une compétence importante à acquérir et qui permet justement aussi un financement dans le cadre d'une alternance mise en situation de travail, formation interne. J'ai fait une petite aparté sur le fait que ces contrats en alternance, qu'ils soient apprentissage ou contrat de professionnalisation externe ou formation interne, ne sont pas limités ou ne sont pas réservés aux jeunes. Hein. On a souvent une idée reçue sur ces contrats, ayant en tête que pour le contrat d'apprentissage, ça va jusqu'à 30 ans, par exemple, ou c'est éligible jusqu'à l'âge de 30 ans, et les contrats de professionnalisation sont éligibles pour les plus de 26 ans qui seraient inscrits à Pôle emploi. Donc, si vous avez des questions, en tout cas concernant ces contrats d'apprentissage, n'hésitez pas à nous poser des questions parce que moi, je rencontre souvent des entreprises qui ont des idées très reçues sur ces contrats et qui pensent que vraiment c'est réservé aux jeunes. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Donc, en fait, pour conclure par notre flash de ce matin, si nous reprenons le fil conducteur, les entreprises aujourd'hui en sortie de crise qui ont forcément un plan de développement de compétences à mettre en œuvre pour préserver l'avenir et la santé de l'entreprise demain, ont des moyens d'obtenir des financements éventuels de l'État ou des OPCO, dès lors que, bien sûr, c'est organisé en amont. Hein, je tiens à bien insister sur cet état des lieux. Mais en fait, l'état des lieux qui est le plan que tu as appelé le plan de compétences est financé éventuellement par les OPCO. Les actions de formation, lorsqu'elles sont bien identifiées, elles sont également financées
ou finançables par les OPCO, pas forcément tout, hein, bien sûr, hein, tout dépend du secteur, tout dépend de la taille de l'entreprise, de vos cotisations, bien sûr, mais il y a possibilité d'avoir des compensations par l'État et les OPCO. La mise en situation des actions de formation, comme tu as dit, sont également un axe de formation mais finançable. Le tutorat également, puisque forcément, quand on parle d'actions de formation, d'intégration, il y a la notion de tutorat. Sachez que le tuteur, l'aide au tutorat, il existe des aides au tutorat. À ça, bien sûr, qui dit apprentissage dit des aides à l'apprentissage, ce qui veut dire que aujourd'hui, les entreprises ont la possibilité, à moindre coût, de réaliser cet investissement en capital humain. Pour ceux et celles également, je me permets d'ajouter, pour ceux et celles qui seraient dans une réflexion d'activité partielle longue durée, hein, puisque après l'activité partielle de droit commun, nous allons certainement de plus en plus parler d'activité partielle de longue durée pour pouvoir sortir de cette crise sereinement. Eh bien, ce qui a été évoqué ce matin rentre tout à fait dans la démarche également de l'APLD, puisque dans le cadre de l'APLD, il y a toute une ingénierie en termes de compétences qu'il faut aborder. Et donc, ce qui a été évoqué ce matin peut s'ajouter, bien sûr, à l'ingénierie de l'APLD. Moi, ce que je peux retenir, c'est qu'au mois de mai, nous avions parlé de 2 plans, le plan de reprise progressive et le plan de continuation d'activité. Aujourd'hui, on pourrait parler de plan d'intégration. C'est ce qui a été évoqué en dernier. Le plan collectif de gestion des talents qui permet de mesurer les écarts et de viser à réduire les écarts par les actions de formation. Et puis, bien sûr, le plan de succession, c'est-à-dire le plan qui permet d'identifier les talents, de fidéliser aussi les talents, d'optimiser les compétences par rapport au poste. Et bien sûr, tout ça, c'est fait pour sécuriser l'entreprise. Voilà. Je vois que nous n'avons pas de questions. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Sophie, par rapport à ce qu'on a dit, qu'on aurait oublié? Évidemment, il y a plein d'autres, plein de choses à dire. Le petit exposé n'est pas exhaustif, loin s'en faut. Si j'ai une chose à dire, c'est peut-être ne pas rester sur des idées reçues en termes de plan de formation, en plan de développement des compétences. Je pense qu'il vaut mieux se rapprocher d'un expert, que ce soit votre OPCO ou votre cabinet comptable, social, parce que voilà, les OPCO, notamment les branches, font évoluer les dispositifs et les prises en charge des dispositifs au fil de l'eau. On sait en tout cas qu'il y a un investissement important sur l'alternance et qu'il vaut mieux se rapprocher quand même des experts pour savoir, pour être sûr de ne pas passer à côté d'un dispositif. Pour accompagner pas mal d'entreprises. Moi, je sais qu'il y a des idées reçues, ce qui est normal, et je pense qu'il peut y avoir de bonnes surprises, on va dire. En effet, je peux, pour conclure, en effet, je peux ajouter que nous sommes sollicités pour des formations. Et très souvent, faute d'anticipation ou des idées reçues qui ne sont pas adaptées, eh bien, nous ne pouvons pas obtenir de financement ou alors nous sommes obligés de retarder la formation pour pouvoir entrer dans le cursus en fait des OPCO ou des aides de l'État pour pouvoir financer le plan de formation.
Donc, sachez que si vous aviez des formations dans les mois à venir, pensez à consulter vos interlocuteurs, à contacter Sophie ou le conseil RH. En effet, on peut très bien vous dire en cette période, en fonction de votre secteur d'activité, et puis de votre projet, vous pouvez rentrer dans ce cadre moyennant, bien sûr, une organisation en amont. Mais en tout cas, il existe de nombreuses situations de solutions qui permettent d'atténuer ces dépenses supplémentaires ou en tout cas de favoriser cet investissement capital humain pour demain. Alors, pour terminer, nous allons peut-être annoncer le prochain flash. Alors, le prochain flash aura lieu le 9 juillet. Au programme, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet d'actualité puisqu'on parle de plus en plus de numérique. Donc, nous aurons des intervenants qui vous évoqueront pendant une trentaine de minutes le chèque numérique TPE pour accélérer la digitalisation de vos activités et puis également de bénéficier des conseils pratiques de nos équipes pour vous accompagner dans le déploiement de projets digitaux. En tout cas, nous vous remercions pour cette matinée de votre écoute. Et puis, nous vous disons à très bientôt sur notre audience le vendredi. Merci à vous. Bonne journée. Bonne fin de semaine à tous. Merci Sophie.